qu'est-ce que Macron? C'est quelqu'un qui n'est pas créatif, qui est un vendeur de quelque chose. Bon, c'est Rastignac, hein. Je vous prie de ne pas trop me gueuler dessus. Je pense que Céline est un mauvais. Je pense que c'est un mauvais écrivain. Le nouveau roman, c'est vraiment l'exemple le plus frappant. On arrive dans une espèce de construction purement intellectuelle, purement formelle. Personne ne lit le nouveau roman aujourd'hui. C'est un livre génial qui était très très mal écrit, comme beaucoup de choses chez lui. Même Houellebecq, que moi j'aime pas du tout, même Céline, que vous n'appréciez pas, Le voyage au bout de la nuit, c'est pas une forme non plus. Le style est particulier, mais la forme du roman qui passe d'un lieu à un autre est relativement assez classique. Y a-t-il des livres nuisibles? Moi je connais pas les œuvres d'Avel, mais est-ce que c'est un si grand écrivain que ça? Je sais pas. Est-ce qu'en France c'est possible qu'un jour un écrivain devienne le président de la République? Je pense pas. On est rentré en littérature et en art dans le monde des gens moraux, qui n'ont pas de bras et qui ont hérité de la belle Lolita et qui n'ont même pas de bras pour la toucher. Quelle est la proportion quand vous publiez un livre? Est-ce que vous pensez automatiquement à un juriste? Et qu'est-ce que vous risquez dans votre profession d'éditeur? Et si vous ne risquez rien, pourquoi être éditeur? Thomas Bourdier, on est à la librairie du Globe, la librairie russe à Paris. Vous êtes éditeur, bienvenue au club. Comment êtes-vous passé de petite expérience dans la diplomatie, une profession qui utilise la langue pour ne rien dire, à l'édition, quelque chose qui travaille avec la langue pour ne rien gagner? Moi, j'ai toujours un petit peu de mal à répondre à cette question parce que ça a été quelque chose d'assez naturel en fait. Simplement, un jour, il a fallu gagner sa vie une fois les études terminées. Et puis, quand je cherchais comment le faire de manière intelligente et qui me plairait, et surtout qui me laisserait un petit peu de liberté, d'indépendance, voire un peu de fantaisie aussi pour faire des choses pas trop codifiées. J'ai pas beaucoup réfléchi, je l'ai fait. J'avais fait un petit stage dans l'édition quand j'avais une vingtaine d'années où j'avais appris un peu sur le tas. Et puis voilà. Je me suis lancé et puis 6 ans après, je suis toujours dedans. Et vous arrivez à gagner la vie avec l'édition? Depuis peu, j'y arrive. C'est vrai que c'est pas facile, c'est un peu précaire. Pour quelqu'un qui a fait une école de commerce dont les amis gagnent infiniment mieux leur vie, ce qui est déjà assez peu de le dire. Oui, c'est différent, mais bon, maintenant je suis embarqué là-dedans et je me vois pas changer du tout. Donc voilà. Puis grâce à des librairies comme le Globe, comme une centaine de bonnes librairies en France qui me défendent, qui me mettent en avant, j'ai pas du tout envie d'arrêter. Je vois que c'est petit, c'est précaire, mais ça a aussi du sens et ça parle à des gens. Donc voilà, au moins pour ces gens-là, j'ai envie de continuer. Que pensez-vous de la mise des manuscrits en ligne gratuitement? Je parle de ça parce que dans des systèmes totalitaires, les écrivains finalement publient leurs œuvres gratuitement. Il y avait le samizdat, aujourd'hui il y a Internet. À l'époque, par exemple en Russie, il y a plusieurs écrivains qui d'ailleurs étaient des bons vendeurs. Aujourd'hui, ils disent puisque c'est comme ça, on va tout mettre gratuitement en ligne. Vous pensez que ça a un sens encore d'être un éditeur confidentiel? En fait, je pense qu'il y a, on peut pas, à mon avis, il y a plusieurs situations. Je pense qu'en France, quoi qu'on en dise, on reste quand même dans un pays libre. Il y a un marché qui garantit aussi à des écrivains d'avoir du public et de trouver un public. Et je pense que c'est une situation qui est totalement différente des samizdat russes, parce qu'on en parlait un petit peu avant l'émission, mais par exemple de la Chine. Où j'ai publié, moi, un dissident chinois qui est un grand professeur d'université et qui n'a pas pu publier le pamphlet contre Xi Jinping en Chine et qui a dû passer par Hong Kong, qui n'était pas encore dans le régime chinois, et qui là l'a publié en forme de samizdat. C'est ça qui lui a permis ensuite de se faire connaître en Occident. Donc je pense que c'est quand même des situations très, très différentes.
Moi, je pense quand même qu'en France, globalement, quand on écrit un texte de valeur, on n'est pas nombreux, certes, comme on dit, comme vous et moi, avec Louison et RN, des petits éditeurs, mais je pense qu'un texte trouve quand même toujours un petit peu, en tout cas son public, son éditeur, voilà, faut un petit peu souvent de persévérance, faut toujours un petit peu de chance, etc. Mais je pense qu'en France, c'est vraiment une problématique différente. Je pense que ça relèverait plus d'un romantisme un peu déconnecté de dire qu'il faut absolument publier de son côté parce que, je sais pas, il y aurait un candidat dans le monde de l'édition. Voilà. Entre autres, vous publiez George Orwell. Voilà encore un auteur qui vient d'être interdit en Biélorussie. Je pense que bientôt, ça va être le tour de la Russie. Dites-moi, est-ce qu'on vit la pire ou la similaire situation qu'il a décrit en 1984? Alors, vous m'avez appris qu'il était interdit en Biélorussie, quand on a discuté un petit peu tout à l'heure. Ça m'a un peu surpris parce que je vois pas tellement pour quelles raisons, d'un point de vue rationnel. Je pense qu'il y a beaucoup d'idéologie dedans en fait. Bah, je peux vous dire pourquoi. Oui, Parce qu'en fait, ce qu'il décrit, peut-être que c'était une dystopie il y a encore 10 ans. Aujourd'hui, la réalité a dépassé ce qu'il a décrit. Le vrai, c'est le faux, c'est le vrai. La liberté, c'est pas la liberté. La guerre, c'est pas la guerre. C'est exactement ce que les Russes sont en train de vivre. Et les Biélorusses aussi. Et voilà, donc c'est le quotidien. Et autant à l'époque de l'Union soviétique, on considérait ça comme une dystopie et comme une possibilité, aujourd'hui, c'est arrivé. Alors pour répondre à la question, moi je ferai un petit détour parce que, comme vous le savez, je connais un peu mieux l'Asie que la Russie. Et en termes d'utopie, en tant qu'occidental, moi j'ai surtout grandi avec celle du meilleur des mondes d'Aldous Huxley, avec l'eugénisme, le bonheur obligatoire, la société de consommation. C'est plutôt ça mon prisme en tant que Français occidental. Et comme j'habitais à Singapour, qui est un tout petit micro-État, qui est peut-être le pays le plus futuriste du monde, aujourd'hui un des plus riches, qui est une forme d'utopie réalisée sur un tout petit territoire qui fait 40 km sur 20, où a régné un despote éclairé, mais vraiment despote et vraiment éclairé, ce qui rend vraiment la chose intéressante, et que la Chine s'ingénie à copier. C'est plutôt via ce prisme-là que je pourrais parler de 1984, parce que peut-être qu'en Russie, il arrive sous sa forme pure, on va dire, avec une forme d'oppression, de parti unique, d'état dur et policier. Autant, moi, je pense qu'il arrive surtout à l'international, et notamment à Singapour et en Chine, comme un mélange entre le meilleur des mondes et 1984, où on a une espèce de dissonance cognitive quotidienne et permanente, avec d'un côté l'État, les policiers en civil, la peur du terrorisme, la peur des attentats, une société ultra policée où il y a très peu de liberté d'expression, et en même temps le corollaire consumériste et capitaliste où le bonheur est obligatoire, qu'on trouve un petit peu d'ailleurs sous le communisme, sous le soviétisme, où si on n'est pas heureux, c'est parce que finalement l'État nous donnant toutes les raisons de l'être, c'est qu'il y a un problème avec nous-mêmes. Puis le côté eugéniste aussi, qui n'existait pas parce que la technique ne le permettait pas il y a encore quelques décennies, mais dans des pays en avance et futuristes comme Singapour, l'eugénisme, le transhumanisme, la manipulation du vivant, c'est quelque chose de présent parce que c'est apporté. Et la Chine, copiant Singapour, n'ayant pas en plus de loi de bioéthique, arrive aussi à imaginer des débuts d'utopie ou de dystopie, selon comment on se place, qui mélange à la fois le crédit social totalitaire côté orwellien et le bonheur obligatoire, l'eugénisme et la manipulation du vivant de l'autre. Donc je pense que moi je vois plutôt les choses sous cet aspect-là, et de l'intuition que j'ai l'impression que la Russie est un peu arriérée ou archaïque par rapport à ça. Exactement. Comme si c'était une espèce de survivance d'un conservatisme d'un autre âge, mais qui, je pense, n'est pas le reflet de la situation globale et internationale. Et j'ai parlé de la Chine, mais en fait, il y a le miroir complet qu'est les États-Unis, où on a à la fois société ultra policée, entre un État qui est très militarisé, une population qui est très militarisée, avec des armes d'assaut qui sont un petit peu dans tous les foyers,
et puis des partis qui se regardent en chien de faïence, des militants qui se regardent en chien de faïence, et en même temps la manipulation du vivant, l'ultralibéralisme, la Californie, la Silicon Valley, qui finalement n'est pas très éloigné de la Chine en étant son miroir inverse, comme je pense le capitalisme américain n'était pas si différent du communisme soviétique, simplement en étant un miroir inverse. Et on en avait un petit peu discuté, mais c'est ce que Kundera, qui est vraiment mon grand maître à penser, c'est ce par quoi il avait été frappé en arrivant en Occident, c'était la similarité des comportements qui simplement prenaient des formes différentes. Mais finalement, l'être humain étant l'être humain. En quoi Sous les questions de contrôle social, de morale, d'oppression sociale, de perte d'un emploi, comme dans la plaisanterie, où un personnage est viré de l'université parce qu'il fait une blague pour des raisons amoureuses qui ne passent pas du tout bien auprès du parti. Finalement, on retrouvait la même chose dans le monde occidental, et c'est un ami de Kundera, Philippe Roth, qui a fait le pendant de la plaisanterie en écrivant La Tâche, un professeur d'université, et c'est de manière similaire viré de son métier, parce qu'il aurait soi-disant utilisé un mot interdit. Et c'est en ça que Kundera a fait scandale quand il est passé à l'Ouest, parce qu'au lieu d'être un dissident comme on attendait de lui, qui taperait sur le monde soviétique pour glorifier les valeurs qu'il découvrait à l'Ouest, la liberté enfin retrouvée, etc., avait dit non, mais pas du tout. En fait, c'est simplement l'être humain et l'être humain, et les mêmes moyens d'oppression prennent des formes différentes. Par contre, il y a des natures de degrés qu'on ne peut pas nier. Aujourd'hui, en Chine, crédit social ou pas crédit social, et peut-être en Russie, comme vous semblez me le dire, je pense qu'il y a des situations beaucoup plus liberticides qu'en Occident. Je trouve que... Ça dépend, parce qu'au fait, le moyen d'oppression sur la personne, de la personne peut être aussi plus ou moins efficace. C'est-à-dire qu'en Russie, on te met dans un goulag et t'es un héros. T'es presque un saint parce que t'es emprisonné, et la prison c'est comme pour le moine, tu deviens martyr. Et martyr, c'est quelque chose de statutaire, tandis qu'en Occident on te fout un contrôle fiscal, et ce n'est absolument pas glorieux, c'est juste qu'on te coupe des vivres et tu deviens une merde. Et en fait, c'est marrant, moi j'avais jamais trop réfléchi à cette question, mais c'est vrai qu'en Occident, il y a une forme d'impossibilité du martyr culturel. Alors martyr, c'est un mot peut-être un peu fort, mais on voit très bien ce que vous voulez dire. On pense à Hugo Agarnésé, voilà, c'est pas un martyr au sens où c'est glorieux, comme mais Dostoïevski, être martyr, c'est glorieux. Il y a un côté glorieux, et c'est vrai qu'en Occident... on te coupe l'électricité, et c'est tout. Et c'est là où Singapour, encore une fois, est intéressant dans ce qu'intelligemment ils ont pris des deux mondes, c'est que à Singapour, on a eu cette préoccupation de ne pas créer des martyrs. En Chine, par exemple, le professeur Su Zhongjun dont je parlais, que j'ai publié, lui, il a fini à résidence et il a perdu son boulot. C'était vraiment des intellectuels les plus connus de Chine. En France, c'est peut-être Marcel Gauchet, qui serait une espèce de figure intellectuelle au-dessus de la mêlée, et en même temps très rigoureuse, très universitaire, qui serait un peu le pendant. Donc lui, il est effectivement un petit peu martyr, en tout cas pour les dissidents chinois à l'étranger, c'est un martyr. Et son éditrice, et je dois avoir quelques mots ici pour elle, Geng Xiaonan, elle fait 3 ans de prison ferme pour avoir publié ce livre. Donc là, il y a effectivement la possibilité du martyr. Mais à Singapour, ils ont été soucieux de ne pas créer des martyrs. Donc, comme en Occident, vous ne finissez pas en prison, mais vous avez procès sur procès qui vous ruinent, et on vous met des contrôles fiscaux. Et c'est vrai que c'est évidemment moins vendeur. Voilà, entre dire j'ai fait de la prison pour mes idées et j'ai subi contrôle fiscal sur contrôle fiscal sans raison officielle, je pense que c'est tout à fait différent. Comme Gustave Courbet, au fait, il était ruiné économiquement. Mais il avait encore, lui, il était encore, il illustre l'artiste maudit, donc d'une certaine manière, il était quand même aussi à la période du romantisme, ça l'a peut-être aidé. Oui, mais le régime s'appelait la terreur. Aujourd'hui, c'est la démocratie. Donc, mais en revanche, il y a un artiste Pavliensky qui, quand il critiquait Poutine, c'était un dissident. Quand il est venu critiquer le monde français et occidental, on l'a foutu en prison. Il a passé 1 an en prison. Et puis, il a créé un petit... coup d'État, comme on disait, avec je ne sais plus quel homme politique français. On parle tout à l'heure de l'interdiction et de votre écrivain, votre professeur chinois. En Russie, la meilleure... Je ne pense pas que ce soit qu'en Russie. Même pour un enfant, si
tu as envie de lui faire lire un livre, il faut lui dire, écoute, c'est pas un livre pour toi, pas pour le moment, tu grandiras. Enfin, tu peux être sûr, aussi en France. Hein. tu peux être sûr qu'il va le lire. Il y a des professeurs de littérature en Russie qui parfois ont le malheur de dire aux étudiants ne lis pas Rozanov, qui est un philosophe très réac, parce que bon, c'est finalement mauvais. Le lendemain, tout le monde arrive avec des citations de Rozanov. Dans l'Union soviétique, la façon la plus rapide de lire quelque chose, c'est quand on donnait des photocopies d'un manuscrit. Est-ce que l'interdiction est la meilleure publicité pour un écrivain? C'est beaucoup plus difficile de faire l'interdiction sur une œuvre plastique, mais parlons des manuscrits. Est-ce que le fait que rien n'est interdit, finalement, fait que la littérature a perdu son... côté sulfureux. Oui, son côté messianique peut-être même. Et est-ce que, en revanche, l'interdiction ou la discussion autour de certains auteurs, et là, je vous prie de ne pas trop me gueuler dessus, je pense que Céline est un mauvais. Je pense que c'est un mauvais écrivain. Et c'est parce qu'il est contesté moralement qu'il est devenu, qu'il est mis dans le rang des bons. Alors, il y a plein de choses dans ce que vous dites. En fait, je pense en Occident, il y a quelque chose d'un peu particulier, c'est que soi-disant, on peut tout dire et on est l'ère civilisationnelle qui a apporté la liberté à un certain niveau. Et je pense que ça a été vrai et que c'est quand même globalement vrai par rapport à d'autres, donc de manière relative. Autant, c'est pas vrai du tout, parce qu'il y a une forme d'autocensure, je pense, qui s'exerce et que tout le monde voit et que tout le monde observe, notamment dans le monde de l'édition. Alors c'est des gens que je connais pas, c'est pas des sujets que je connais bien, mais quand Richard Millet a été viré de Gallimard pour des prises de position idéologiques, bon, c'est une forme d'autocensure qui s'exerce, puisque c'était un éditeur, donc c'est lui qui est quand même chargé de choisir les livres qu'il publie. Et puis il y a une autocensure plus invisible et plus insidieuse qui va être dans ce que les gens se permettent de faire, de défendre et aussi de dire. Richard Millet, je ne sais pas en quoi c'est autocensure. Il a écrit le pamphlet littéraire de Breivik. Oui, je parlais pas d'autocensure dans son cas, mais en fait, si, parce que la maison d'édition s'est auto-censurée, puisque c'était la personne qui avait ramené, encore une fois, je connais très mal le sujet, mais qui avait ramené les deux prix Goncourt, les deux derniers prix Goncourt de Gallimard. Donc la maison avait décidé de se priver de cette personne-là à qui elle devait objectivement. Il n'avait même pas droit de venir chez Gallimard récupérer ses lettres. Donc pour Gallimard, c'est quand même une forme d'autocensure qui est assez forte. C'est comme la plus grande maison d'édition française qui a un lourd passé historique. Bon, c'est l'exemple qui m'est venu, mais beaucoup de gens se sont réfugiés dans les petites maisons. Je pense à Pierre-Guillaume Deroux, qui malheureusement est décédé l'an passé, que j'aimais beaucoup. Beaucoup de gens se sont réfugiés chez lui, et souvent, quand ils n'arrivaient pas à faire publier un manuscrit, ils allaient voir Pierre-Guillaume. Mais c'est pas que les manuscrits étaient sulfureux, ou c'est simplement qu'ils sortaient un petit peu de la doxa, qui finalement qui concerne des idées qui sont vraiment partagées que par très peu de gens en France, en fait, qui sont simplement ceux qui détiennent le pouvoir dans les grands médias, l'université. Donc il y a quand même cette situation un peu paradoxale où on peut tout dire par principe, et dans les faits, je pense que c'est plus compliqué. Ensuite, moi je suis toujours un peu gêné je trouve que c'est un peu un mythe romantique, l'interdiction d'un livre qui créerait sa valeur, et c'est un petit peu, je vous rejoins par rapport à, en tout cas ça rejoint ce que vous disiez par rapport à Céline. Et je pense, parce qu'on parlait de Kundera, justement, du Kundera, qui est devenu célèbre en Occident grâce à la plaisanterie, qui est mise en avant par Aragon. À un moment, Aragon se décile un petit peu par rapport à la réalité du totalitarisme soviétique. Mais le livre a un succès parce qu'en fait, c'est le printemps de Prague, que les Pragois voient venir les tanks. Donc il y a un élan de solidarité en Occident pour tout ce qui est tchèque, et qu'Aragon rédige un fameux article, mais qui présente le livre comme une dénonciation du totalitarisme soviétique.
Et Kundera, il l'a toujours dit après, c'est un peu étrange. Et lui, il a toujours été un peu ambivalent par rapport à ce succès, parce que comme il disait, il avait l'impression d'arriver sur un âne de malentendu. Parce que finalement, c'était à la fois lui rendre service de le faire connaître, mais pas lui rendre service de présenter son œuvre qu'il voulait vraiment apolitique et non idéologique et non dissidente, comme une œuvre fondamentalement politique et dissidente. Donc c'est pas forcément rendre service aux œuvres que de les présenter sous cet angle-là. Donc ça peut être un peu un baiser de la mort. C'est-à-dire que ça peut, oui, faire. C'est un coup marketing en fait. Si on modernise un peu le terme, ça fait des très bons coups marketing, mais je sais pas si sur le moyen et long terme ça rend service aux œuvres. Donc moi en tout cas pour le livre que je publie, je préférais que ça soit pas comme ça que ça se passe. Je préférais, ça fait peut-être des succès plus modestes, mais que les livres soient reconnus pour leur valeur et pour ce que les auteurs ont vraiment voulu y mettre. On vit dans une drôle d'époque où le moral, à mon sens, ce qu'on vit par exemple avec cette guerre en Ukraine, le moral est pour moi très très mis en cause. Je me demande où est le moral, où est passé le moral. Donc, plus le monde est anti-moral, plus il exige de la moralité des auteurs, des artistes, plus il y a de quotas à remplir, comme dans un pays quasiment totalitaire, où il faut citer le parti communiste ou quelques auteurs qui vous donneraient des galons. À votre avis, quelle est la proportion quand vous publiez un livre? Est-ce que vous pensez automatiquement à un juriste? Et qu'est-ce que vous risquez dans votre profession d'éditeur? Et si vous ne risquez rien, pourquoi être éditeur? Alors franchement, on risque pas grand-chose et il faut le dire. Geng Xiaonan, elle fait 3 ans de prison ferme et après avoir fait de la prison, avoir vu sa famille inquiétée et probablement qu'après sa vie sera terminée en Chine et je ne sais même pas si elle pourra s'exiler. Donc à cette aune-là, dire qu'on risque des choses, bon c'est un peu... Souvent il y a beaucoup de gens, je trouve, qui restent en Occident, qui se présentent, bon... en tout cas physiquement déjà ils risquent rien et c'est quand même déjà beaucoup. Après on peut risquer peut-être une forme d'ostracisation sociale, etc. Ça je pense que c'est vrai que ça a été vrai, mais je pense que ça change en tout cas. J'ai l'impression quand même que la parole se libère. La situation politique le montre aussi, mais je pense que c'est un petit peu moins vrai. Alors j'ai aussi eu des problèmes, je pense comme beaucoup d'éditeurs, malencontreux, mais pas beaucoup. Souvent c'est pour des petites questions de droit, pour des images, de couverture, ou voilà. Moi j'essaie de faire les choses assez bien. Je sais que le métier d'édition c'est un métier où il y a beaucoup de corsaires, mais souvent dans le monde artistique en général. Je ne citerai pas non, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas toujours très, très réglo d'un point de vue administratif. Moi j'essaie de faire les choses quand même assez bien. Donc non, je pense pas à un juriste. Je pense quand même à faire un minimum attention pour pas me mettre dans des situations embarrassantes qui pourraient mettre à mal la pérennité de la maison. Parce que ça, je trouve que c'est quand même une faute professionnelle. C'est dommage de tout gâcher en étant foncièrement anti-administratif. Maintenant, non, j'y réfléchis pas trop. Mais je pense aussi que la maison d'édition publie pas beaucoup de contemporains. Il n'y a pas de choses à tiroir. C'est peut-être pour ça. On n'attaque pas de personnalité nommément. Et c'est pas mon ambition, c'est pas la ligne éditoriale aussi, donc je pense que ça peut expliquer. J'ai remarqué que vous publiez beaucoup de textes, si j'ose dire, vieux, ceux qui ont vécu. D'où ma question, êtes-vous un homme moderne ou archaïque? Je m'explique. La modernité a eu lieu avant la Première Guerre mondiale, entre les deux, et elle était tuée 2 fois par la guerre. Sakharov, le célèbre physicien russe, a dit que la bombe nucléaire a mis fin à la possibilité de changer le cours de l'histoire grâce à la guerre. Donc aujourd'hui, ces gens qui étaient quasiment exterminés par les 2 guerres mondiales sont réapparus. Et c'est ce que j'appelle les modernistes. Et l'archaïque, qui a gagné
après la Première Guerre mondiale et puis la Deuxième Guerre mondiale, a dicté le contenu artistique et littéraire. J'ai l'impression que vous tournez vers le monde archaïque, tout jeune que vous êtes. Est-ce que vous êtes moderne ou archaïque? Moi, je pense que je suis classique. Je pense que, comme tous les jeunes, j'ai été romantique. Je pense que c'est une période normale de notre vie. Lyrique, romantique, on a des vies de 20 ans, je pense que c'est normal. Les premières lectures, c'était la poésie, c'était Kierkegaard, c'était Nietzsche. Donc, il n'y avait pas beaucoup ni de choses extraordinaires, et voilà, c'était très typé. Et puis en vieillissant, je pense que j'ai un vieux fond de scepticisme, ce qui me rend ni moderne ni archaïque, je pense. De toute façon, je pourrais pas être archaïque parce que j'ai fait une école de commerce, j'ai habité à Singapour, j'ai voyagé sur beaucoup de continents, j'ai quand même été en prise avec voilà, un peu tout type de milieu, la technologie. Bon, je pense qu'être archaïque dans ces conditions-là, c'est un peu un aveuglement, ou c'est peut-être quelque chose d'assez égocentrique. Parce que je pense on peut rejeter en masse la technique, j'ai publié beaucoup de choses contre la technique ou qui montrent les effets pervers de la technique. J'ai publié Jacques Ellul, j'ai publié Charbonneau, j'ai même publié Berdyaev. C'est pas l'homme qui a fait la machine, c'est la machine qui a fait l'homme. Je pense qu'on rentre dans cette ère-là et qu'on doit premièrement en avoir conscience et deuxièmement essayer de trouver des solutions. Mais j'ai pas envie de me réfugier à la montagne et d'oublier ce monde-là, ce qui pour moi serait une action purement archaïque de rejet pour vivre comme dans l'ancien temps. Je pense que déjà je suis trop jeune pour ça, parce que je pense que c'est compliqué. Et c'est pour ça que je dis que je suis à mon avis classique, parce que je préfère la clarté, je préfère la raison, je préfère le temps de la réflexion à l'émotion. Je pense que le monde moderne, d'autant plus avec les réseaux sociaux, mais vraiment très porté sur l'émotion et même l'émotivité et le caractère éruptif qui ne correspond ni à mon tempérament ni à ce que je valorise en termes de réflexion. Donc voilà, et puis même au niveau de mes goûts artistiques, j'aime pas spécialement les avant-gardes. Je pense qu'en vieillissant, je comprends l'importance des avant-gardes. Je pense qu'il faut des dynamiteurs qui vont mettre à jour des nouvelles choses. Mais souvent, ceux qui tirent un peu la quintessence de ces choses découvertes, c'est pas les avant-gardistes. C'est des gens plus classiques qui voilà, vont prendre ce qu'il y a à prendre dans ce qui a été découvert de manière un peu brutale, mais vont les polir et vont mettre ça dans des formes plus traditionnelles. Et je pense que c'est ça qui tient l'usure du temps. Je pense notamment que la peinture figurative, pour moi, quelque chose que j'aime énormément, sur lequel j'ai beaucoup de projets, mais va revenir tranquillement après avoir été éclipsé depuis 70 ans par la peinture abstraite, l'art contemporain qui touche un peu à ses limites. Et même les profanes sentent que ça touche un peu à ses limites. Donc voilà, moi je préfère cette notion plus d'équilibre, pas la table rase du révolutionnaire, mais une certaine tradition dans ce qu'elle a à nous apporter, et voilà, cet équilibre et cette harmonie entre le présent et le passé. Donc j'essaie d'échapper à votre catégorie, vos catégories. C'est fait, vous êtes archaïque pour moi, mais moi, je vais essayer de m'expliquer. Je pense que le meilleur livre chez Dostoïevski, c'est L'Adolescent. C'est un livre génial qui était très très mal écrit, comme beaucoup de choses chez lui. En revanche, ce livre de Dostoïevski était corrigé par un autre écrivain d'adolescence qui est le Salinger. Excuse me, Mr. Salinger? Excuse me. I just wanted to talk to you. I feel like I'm Holden Caulfield. And I need to talk to you about the book, about Holden. Everything I have to say I wrote in the book. How do you know so much about me? Je suis très attirée par
par l'adolescence parce qu'effectivement, elle est émotionnelle, elle est intransigeante, elle est maladroite, capricieuse, hystérique, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Et c'est ça que j'aime dans l'art et dans la littérature. Tout en lisant les classiques, mais pour vous, quel est le meilleur livre d'adolescence? Ou le meilleur écrivain d'adolescence? Ou un artiste d'adolescence, l'expression d'adolescence? Ou peut-être que ça ne vous intéresse absolument pas. Pourquoi je demande ça? Parce que aussi, pour beaucoup de gens qui se révoltent, hein, le livre pour enfants est une espèce de façon de détourner les codes d'un monde adulte. Et par exemple, en Union soviétique, beaucoup d'écrivains sérieux se cachaient derrière les contes. Maître et Marguerite de Bulgakov est un peu le... Oui, mais il y a aussi beaucoup d'écrivains qui font semblant d'écrire des contes pour enfants parce que finalement, il y a beaucoup de codes. Par exemple, quand je regarde des dessins animés de la période soviétique, aujourd'hui, avec le recul, et du haut de mon âge, et du haut de la perestroïka ratée, je dis mais comment les soviétiques ont osé sortir ces trucs qui sont des trucs de anti-propagande terribles, parce qu'on surestime toujours les enfants. Et les enfants sont d'autant plus dangereux que quand tu commences à marcher avec eux, il faut savoir revenir. Moi, je sais que si je viens avec les enfants, je risque de ne pas revenir. Et justement, dans un monde réel. Je pense que je suis justement classique dans ce que je me méfie de l'adolescence et tout ce que je disais, ce que vous avez fait la liste auquel j'ai rien à rajouter, j'ai pas tout retenu, mais éruptif, hystérique, etc. Et je pense que c'est pas pour rien si celui qui a eu le plus d'influence pour moi, c'est Milan Kundera. Qui, lui, est le grand écrivain contre ce qu'il appelle l'âge lyrique et qui justement a observé que la jeunesse était la plus sanglante. Comme il dit, la jeunesse c'est son sourire sanglant. Et l'un de ses plus grands romans, c'est La vie est ailleurs, qui traite justement de la connivence entre un jeune poète tchèque de talent, même peut-être de génie, et la Révolution. Et il avait écrit, c'était une forme de variation au Dion soif d'Anatole France, qui en fait écrivait exactement la même chose, c'est-à-dire un jeune peintre qui avait un certain talent et qui se jetait à corps perdu dans la Révolution, et qui est le corps entier de la jeunesse qui lui donnait son intransigeance, sa violence, etc. Et Kundera était très marqué par ça, parce qu'il a vu que c'était souvent les jeunes qui ostracisaient, qui envoyaient à la pendaison, qui destituaient de l'université. C'est dans la plaisanterie, c'est des condisciples du héros Ludwig qui votent à l'unanimité pour son exclusion de l'université. Et moi, j'ai été assez marqué par ça, parce que peut-être que je l'ai vu d'une certaine manière à l'œuvre. Et je pense qu'aujourd'hui, ça serait quand même faire preuve d'aveuglement que de ne pas avoir la résurgence de ces comportements. Chez Anatole France, la Révolution française, chez Kundera, le communisme, et aujourd'hui, le wokisme. Le wokisme enrôle souvent dans les rangs de la jeunesse, et c'est un petit peu les mêmes ressorts, avec des injustices hyperbolisées et hystérisées, la volonté de recréer le monde à son image, l'impression de pouvoir changer le monde à titre individuel, une forme de nombrilisme, de narcissisme, d'égocentrisme qui est vraiment le propre de la jeunesse, et surtout de l'inexpérience. Parce qu'à la limite, vouloir changer les choses et vouloir un monde plus juste, ça c'est l'apanage de la jeunesse et c'est noble. Et beaucoup de vieux arrivent à un âge canonique, ils l'ont oublié, ils ont confondu la sagesse et l'affadissement. Je pense que c'est deux choses différentes. Seulement, sans une expérience, on ne peut rien faire. D'une part, parce que déjà, on n'a pas les moyens concrets de changer le monde, parce qu'on ne sait pas comment le monde marche. Mais aussi parce qu'on peut faire des grandes erreurs d'appréciation sur ce dont le monde a besoin. Je pense que c'est l'erreur du wokisme, c'est l'erreur globalement de la jeunesse. Donc souvent, je suis pas un grand lecteur de romans de formation ou de romans sur l'adolescence ou même d'adolescence, autrement que sur leur versant ironique, avec les exemples que j'ai donnés. Cela dit, je parlais du Maître et Marguerite, et pour moi, c'est un des grands romans de l'adolescence. Pour moi, c'est le Maître et Marguerite.
Je me suis toujours dit que pour faire découvrir la bonne littérature à un adolescent, je trouve que ça pourrait vraiment une très bonne porte d'entrée. Où, c'est ce que vous avez dit, Bulgakov se retranche derrière la fantaisie, un monde où il y a le diable, des chats qui parlent, des démons, des sorcières, et une fête dans une espèce d'univers parallèle où il peut taper sur le régime soviétique. Et c'est la seule manière dont il peut y arriver dans un monde culturel qui est corseté. Donc là, je vois très bien ce que vous voulez dire. Seulement aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas confondre aussi le fait de servir d'une forme, les contes, etc., pour faire passer un message qui est au-delà de cette forme-là. La langue des Aupes, oui, des fables. Les fables, et la fuite en avant ou l'évasion pure et simple. Parce que je pense que c'est deux choses tout à fait différentes. Aujourd'hui, en France, qu'est-ce qu'on aurait comme roman adolescent ou sur l'adolescent? Parce que j'ai pas d'idées qui me viennent en tête. Est-ce que vous pensez à quelque chose? En France, non. C'est pas un genre très... Mais vous me faites poser une autre question aussi. Chaque littérature de chaque pays est... je ne dis pas traite d'un sujet, mais il y a des questions plus ou moins globales qui se posent. Par exemple, le roman anglais, c'est un roman colonial. Et même si, ou américain, anglo-saxon, si la saga des Forsyth est un roman colonial, même si on ne parle pas beaucoup de la colonie, mais au fait, on ne parle pas du problème de la colonie, mais on parle de la blessure de la colonie. Qu'est-ce que l'anglais devient quand son pays est réduit à une petite île? Forcément, il y a des questions qui se posent pour celui qui vit dans ce pays. Pour moi, le roman français, c'est une autre blessure qu'on appelle érotique, parce que le français ne sait pas quoi faire avec l'érotisme. Et du coup, il crée une grande littérature de l'érotisme, parce que le pauvre, ne sait pas comment gérer ça. Le russe, le problème de la littérature russe, c'est ce qu'elle pense de sa... d'un côté, c'est la littérature qui se veut messianique, et le plus grand sujet de la littérature russe, c'est l'État. Que ce soit Tolstoï, Dostoïevski, c'est toujours la relation de la personne et de l'État. Qu'est-ce que va être la grande question ou le sujet de la littérature de futur mondialiste? Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si on peut parler des nations dans la littérature. Elle est devenue plus ou moins globale. J'ai une petite idée. Je pense que le dernier roman de la vieille littérature, c'était Lolita. Parce que Lolita, c'est une fille qui pervertit un adulte, et pas l'inverse, comme on dirait aujourd'hui. My flowers win prizes around here. They're the talk of the neighborhood. Voila! My yellow roses, my daughter. Darling, turn that down, please. I can offer you a comfortable home, a sunny garden, a congenial atmosphere, my cherry pies. Et cette fille, qui sait ce qu'elle veut, parce que c'est une fille femme qui finalement détruit un homme âgé, termine entre les mains d'un handicapé, et elle meurt en couche en essayant de mettre un enfant de cet handicapé moral, contrairement à Humbert qui était un vieux pervers, tout en étant la victime de la perversité de l'adolescente. Ce que je veux dire par là, c'est que on est rentré en littérature et en art dans le monde des gens moraux, qui n'ont pas de bras, donc on et plus dans la qui littérature. ont hérité de la belle Lolita, et qui n'ont même pas de bras pour la toucher. Alors, quel serait le sujet de... Il y a plein de sujets dans le sujet. Je pense que déjà, parler de littérature globaliste, c'est l'opposé de la Weltliteratur au sens de Goethe.
Et je pense que c'est important de faire la distinction parce que dans un cas, c'est un dialogue entre les grands romanciers qui, enfin je le vois surtout sous le prisme du roman, mais qui sont, comment dire, suffisamment détachés de leur contexte national pour dialoguer entre eux, pour trouver des choses, en tout cas pas y être enfermés ou s'y enfermer. Et la littérature globale qui se coupe complètement de l'écrivain de ses racines ou qui peut traiter des thèmes artificiels. Là, on rejoint une problématique qui est plus proche même de celle des médias, où la littérature globale elle va traiter les thèmes des médias, mais les thèmes des médias, c'est pas forcément les thèmes historiques au sens de ce que va ressentir la population ou la vérité d'une époque. Et souvent d'ailleurs, c'est ce qu'on a reproché de tout temps aux écrivains, mais c'est de faire preuve d'immoralité au sens où ils s'éloignent des idées reçues de leur temps, quelles qu'elles soient, hein, je veux dire, de gauche, de droite, peu importe. Donc déjà, je pense qu'il y a cette distinction qui est importante à faire. Ensuite, je ne pense pas que la question nationale, ou même d'art national ou littérature nationale, soit abolie. Je pense au contraire... tout écrivain fait partie d'un contexte, et bon, ça c'est peut-être mon côté plus conservateur qui s'exprime, mais je pense que c'est vrai, et mine de rien, comme les discussions qu'on a pu avoir sur quand vous allez à une exposition de tableau russe et vous ressentez quelque chose de l'enfance ou de l'adolescence, alors que ça fait très longtemps que c'est une part de vous que vous n'aviez plus. C'est un truisme, quoi, mais des fois on l'oublie, on vient de quelque part, on vient d'un endroit où il y a une atmosphère, où il y a des couleurs, des odeurs, et en tant qu'artiste, on est évidemment marqué par ça, donc je vois pas comment on pourrait s'en abstraire et créer des choses de valeur en s'en abstrayant. Donc je pense que on ne doit pas voir le futur de la littérature sous l'angle dit globaliste. Je pense qu'au contraire, il y a des traditions nationales, comme vous avez dit, sur la forme, sur les thèmes, tout simplement sur les influences. En fait, elles proviennent aussi des influences littéraires. À mon avis, les choses de valeur reviendront plus de là. Même Houellebecq, que moi j'aime pas du tout, j'espère que je ne blesse personne, mais et s'inscrit dans la tradition littéraire nationale. L'influence de Zola et surtout de Huysmans, surtout dans les derniers, elle est prégnante. Donc il traite peut-être de thèmes qui sont dits globaux, le terrorisme, l'eugénisme, le tourisme sexuel, etc. Mais en fait, il le fait sous un prisme d'écrivain des Français, dans une France avec une forme qui est finalement très française. Pour prendre un exemple, je pense le plus caractéristique. Donc moi, j'évacuerai pas cette question-là. Mais comme ça. Est-ce qu'il y aura, d'après vous, une évolution ne serait-ce que de la forme de la littérature? Parce que à un moment, on disait que ça va être la littérature des blogs ou Gonzo, qui n'est pas très répandu en France. À votre avis, est-ce qu'on va dans un autre type de moi, je suis pas du tout sensible à ça, et plus le temps passant, moi, je change d'avis. Je pense que ça, c'est encore une volonté, c'est une espèce de mentalité avant-gardiste qui veut nous faire croire que on peut créer du nouveau qu'en étant absolument nouveau. Et je pense qu'il y a des cycles. Je pense que quand une période est trop corsetée, elle a besoin d'avant-garde, de gens qui vont aller ouvrir un peu des brèches, et qu'ensuite des gens plus classiques, moins formellement audacieux, vont se servir de ça pour créer quelque chose qui sera à mi-chemin entre les deux, qui va se servir et s'appuyer sur ce qui existe déjà, et en même temps tirer profit des apports des avant-gardistes. Et je pense que nous, ça fait 70 ans qu'on est en littérature. En France, il y a le nouveau roman, hein, c'est déjà 70 ans, plus personne ne le lit, le nouveau roman. Ça fait 70 ans qu'on est à la recherche de jeux purement formels. Du coup, on a complètement stérilisé notre littérature. Je pense que c'est le cas globalement en Occident. Et je pense que le futur sera au contraire à la fois sur le fond et sur la forme, sur des choses qui sont plus classiques. Je pense que, pour moi, le grand roman français des 20 dernières années, c'est Les Bienveillantes de Jonathan Littell. On est d'accord. Et qu'en plus, je peux le dire avec d'autant plus d'assurance que je l'ai lu par hasard en pensant que ça serait très mauvais. Donc, j'étais pas du tout bien incliné envers ce livre. Pourquoi vous pensiez que ça allait? Bon, parce que le thème, peut-être, parce que je pense que les nazis, les juifs sont des thèmes qui ont été raboté à l'extrême dans la littérature, et comme publié ça en 2006, 2007. Bon, moi j'étais jeune, j'avais 18 ans, mais déjà ça me semblait pas du tout novateur.
Puis, je sais pas, le prix Goncourt, il y avait beaucoup de choses. À l'époque, vous étiez moderniste. J'étais peut-être moderniste. Mais en tout cas, ce livre, déjà la forme est ultra classique. Il n'y a aucun jeu formel, il n'y a aucune recherche formelle. La forme est classique dans la description, dans les dialogues, dans l'espèce de confession littéraire qui va assez profondément, sans chichi aussi dans les méandres de la conscience du narrateur. Et en même temps, cette forme, elle est complètement au service du fond. Et ce qui est intéressant dans le livre, c'est pas sa forme. C'est dans les réflexions, dans les paradoxes, dans les dialogues, dans les actes. Et en même temps, là où il est vraiment, et où c'est ça qui fait un grand livre et que c'est une belle œuvre littéraire, c'est qu'il parle de ce que la condition humaine a d'intemporel. On parle pas d'eugénisme, on parle pas de dystopie. Non, il y a le désir, les désirs, sur quoi sont basés les désirs. Comme dirait René Girard, moi j'aime beaucoup l'essai très connu de René Girard, Vérité romanesque et mensonge romantique. Mais ce livre rentre dans ce cadre-là en ce qui montre la réalité des désirs et aussi en ce en quoi ils peuvent être scandaleux. Le livre a fait scandale pour ça, mais il montre que la vie est complexe, la vérité est complexe, la vérité d'une âme humaine est complexe. C'est ce que montre la littérature. Et je pense que toute bonne littérature, c'est avant tout ça. Et je vois pas pourquoi ça serait différent dans les décennies qui viennent. Et je pense finalement que les œuvres à venir qu'il y en aura et qui seront bien sont celles qui montreront l'intangible dans la condition humaine et sous des formes que chacun peut s'approprier, qui ne sont pas réservées à des connaisseurs, à des esthètes. Parce que finalement, tout grand roman, tout classique, c'est ça. Hein. Pas beaucoup de contre-exemples. Même Céline, que vous n'appréciez pas, Le voyage au bout de la nuit, c'est pas une forme non plus. Le style est particulier, mais la forme du roman qui passe d'un lieu à un autre est relativement assez classique. Donc voilà. En tout cas, moi, mes préoccupations ne sont pas sur la recherche de la nouvelle forme. Je pense qu'on est vraiment au-delà de ça et qu'au contraire, on va assister, j'espère, mais à un retour à des formes plus classiques. Et pour se concentrer sur le fond. Bon, peut-être. Être révolté, c'est être soi-même. Essayer d'être soi-même, je pense. Essayer d'être soi-même, je pense plutôt. Essayer d'être, oui. Et pour moi, la vraie dissidence, c'est quand tu cherches à devenir toi-même ou à t'exprimer comme tu veux, donc le plus proche de ton être. Bizarrement, les écrivains russes, les philosophes russes, pour le faire, étaient obligés de partir de leur territoire où il y avait beaucoup trop d'États. Et les meilleurs livres russes étaient créés en exil. Pouchkine était en Caucase, Gogol est parti en Italie et en France. J'ai pas l'impression que le départ est une grande condition de la création française. Oui ou faux? On en a parlé aussi, c'est vrai que c'est assez vrai. En tout cas, dans le grand roman français, c'est indéniable. Parce que les Anglais, ils ont l'île au trésor, ils ont Robinson Crusoe. Nous, on n'a pas ça. Il y a une littérature exotique, de voyage, Ségalen, Gauguin, toute cette période qui vraiment est celle du romantisme. Mais c'est vraiment de la littérature de genre, je trouve, ou de l'art de genre. Et c'est vrai que dans le grand roman français, j'ai beau chercher, je vois pas de contre-exemple à ça. Tous les grands romans se passent en France, voire à Paris. Peut-être Stendhal, qui s'est volontairement exilé en Italie, qui a fait la campagne de Russie, donc qui avait un petit peu voyagé. Et qui avait voulu quitter Grenoble, le côté moral de la France. Est-ce que ça ne veut pas dire que le français, l'artiste ou l'écrivain français est finalement un sybarite? Qu'est-ce que sybarite? Oui, c'est la recherche du plaisir. Sybarite, enfin, il y a un mot, parce que la traduction de ce que je veux dire en russe, c'est bourgeois. Mais il y a bourgeois, c'est trop général, c'est l'aristocratie et la bourgeoisie. Le sybarite, c'est celui qui a son petit savoir-vivre, qui met la table, qui
qui est à la maison comme il faut. C'est ce que les Français, vous qui étiez un tout petit peu dans la diplomatie, vous devez savoir que le Français, quand il est à l'étranger, il essaye de se créer la petite France autour. Et, mais en fait... il lui manque sa baguette, son truc. Mais en fait, je pense pas que ça soit ça. Parce qu'en plus, je pense que les Français sont pas très bourgeois globalement. Il y a des bourgeois comme partout, mais j'ai un petit peu voyagé, c'est pas quelque chose qui m'a particulièrement frappé. Je pense qu'en fait, on est latin. On est catholique de culture, on est latin, et qu'on appréhende aussi le monde charnellement, via les sens. C'est beaucoup moins le cas des Allemands, c'est un peu un cliché de le dire, peut-être des Russes que je connais mal. Mais je pense que nous, on appréhende beaucoup le monde par les sens. Donc, fatalement, dès notre enfance, on appréhende le monde par ces sens-là, et on l'apprivoise, et on a besoin de cette familiarité, parce que c'est là où on se sent bien. Parce que les Français cherchent à recréer leur monde, mais les Italiens et les Espagnols aussi. Donc, je pense qu'il y a ce côté un peu sensoriel, charnel, qui vient du côté latin, du côté catholique, qui peut peut-être expliquer ce lien un peu plus fort, en tout cas cette difficulté de découpler tout simplement l'endroit où on est, les atmosphères, etc. avec les idées. D'ailleurs, ça ne nous réussit pas beaucoup parce que ça peut être un travers français d'être très intellectuel, très cérébral, et tout ce qui a découlé comme œuvre de ce trop grand intellectualisme ou trop grand cérébralisme, c'est des choses qui ne durent pas. Le nouveau roman, c'est vraiment l'exemple le plus frappant. On arrive dans une espèce de construction purement intellectuelle, purement formelle. Personne ne lit le nouveau roman aujourd'hui. Qui lit le Mallarmé le plus hermétique, ou lit encore Heredia, ou ces grands poètes symbolistes? Personne. Bon, on lit Verlaine, on lit Rimbaud, qui eux ont conservé un côté charnel. Donc il y a peut-être ça qui explique qu'il n'y a pas le romantisme de l'exil, ou la nécessité de l'exil, et peut-être aussi parce que mine de rien, on vit assez bien en France, comme on vit assez bien en Italie. Et qu'il y a d'autres soupapes quand on est malheureux d'un point de vue intellectuel, pour se sentir bien aussi. Je sais pas, peut-être qu'en Russie la vie est plus dure, la société a une plus grande emprise, l'Église a une plus grande emprise, l'État a une plus grande emprise. Donc on étouffe on étouffe trop, et on a besoin d'aller chercher ailleurs ce qu'on n'a pas. Peut-être qu'en France on arrive à se ménager des petits espaces plus facilement, avec quelque chose de plus aimable, de moins violent. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est un énorme. J'ai remarqué que dans ce que vous éditez, il y a beaucoup de textes ou un grand intérêt vers ce que j'appelle le Léviathan, ou Léviathan, on dit en français, ou le grand inquisiteur. C'est des thèmes qui vous intéressent. Je pense qu'on est en train de vivre dans une époque d'un tournant historique, et il y a peut-être ce retour possible de Léviathan et de Grand Inquisiteur que les gens demandent. Les gens le demandent parce qu'en fait la force de la parabole du Grand Inquisiteur, c'est que d'une part, elle montre que, et ça c'est vraiment un cliché complètement faux sur lequel on vit en Occident, mais c'est que liberté et bonheur sont liés, mais ils sont négativement liés. Ce que montre le Grand Inquisiteur, c'est qu'on est souvent d'autant plus heureux qu'on n'est pas libre au sens réel du terme, au sens antique du terme. Parce que la liberté, les existentialistes, quelqu'un l'ont assez montré, la liberté est angoissante. La liberté, ça implique de tenir tête à beaucoup de choses, c'est faire des sacrifices, c'est se mettre dans l'inconfort. Et on est dans une société qui n'a jamais été aussi dans le confort moral, intellectuel et matériel. Dont ma question précédente, est-ce qu'on n'est pas des sybarites finalement? Et est-ce qu'on n'est pas à la fin de la création à cause de ça?
Parce que vous défendez le bien vivre, et en même temps vous dites que le Oui, confort... mais moi je suis d'une génération où je pense que c'est la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale où les jeunes vont vivre moins bien ou pas mieux que les gens qui les ont précédés. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de difficultés pour s'insérer, pour trouver un emploi, pour vivre décemment, pour faire des choses qui ont du sens. Donc cette anesthésie, elle marche que pour les gens qui n'ont pas tellement de soucis. Et bon, on n'avait pas spécialement envie de parler politique, mais je pense que c'est globalement aujourd'hui, c'est l'électorat macroniste en France et ça représente pas beaucoup chez les jeunes, c'est 20-30%. Donc il y a un vrai inconfort. Donc, est-ce que ça ne serait pas le thème de la nouvelle littérature, le thème anthropologique, qui, je ne sais pas lequel, qui lirait le conflit des générations? Parce que comme les gens vivent plus longtemps, le thème de Turgenev, les pères et les fils, va s'élargir davantage. Et ce que vous dites aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, c'est pas la vérité où le pouvoir ne se trouve plus chez les adolescents. Elle se trouve chez les vieux. Et du coup, est-ce que le thème... Le grand paradoxe, c'est que les médias, les réseaux sociaux donnent l'impression aux jeunes que c'est eux qui ont les manettes, mais non, en fait non. C'est pas les jeunes. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que ça serait pas ça le thème de la nouvelle littérature? Quand je dis nouvelle, c'est juste le thématique, parce que quel est le thème qui peut intéresser aussi bien la vieille génération que les jeunes, d'après vous? Quelle peut être cette... Je sais pas, c'est assez difficile. Mais moi, j'ai plutôt tendance à voir la littérature comme des histoires, plus que comme des thèmes. Et je pense que c'est avant tout, et je pense qu'on l'a beaucoup oublié en France, parce que les anglo-saxons n'ont pas oublié. La littérature, c'est avant tout des histoires. C'est avant tout une histoire qu'on raconte et à travers laquelle des thèmes s'expriment. Mais je le vois plutôt dans ce sens-là. Et je pense qu'un romancier, les grands romanciers racontent d'abord une histoire et puis à travers l'histoire, c'est leur talent, leur génie, ils arrivent à parler de thèmes plus ou moins profondément. Mais donc, moi, je préférais plutôt voir les choses comme ça. Donc, je pense, enfin. Moi, j'ai l'impression que le thème, je ne sais pas sous quel aspect ça peut apparaître, parce que je ne suis pas écrivain, mais par exemple, la société développée démocratique occidentale, c'est une société des gens comme Macron. Et tout gouverneur de son pays est potentiellement un héros pour la littérature. Alors, qu'est-ce que Macron? C'est quelqu'un qui n'est pas créatif, qui est un vendeur de quelque chose. C'est Rastignac, exactement. Il a déjà été décrit finalement dans la littérature. Oui, et qui n'a pas d'empathie. En fait, c'est, n'est-ce pas? Zelensky, qui est un autre monde, c'est un artiste qui vit quelque chose, enfin c'est un créateur, c'est un bouffon, c'est autre chose. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est si on peut faire le parallèle Rastignac, Macron et Zelensky et son personnage de président, à ce que j'ai compris avant qu'il soit élu, c'est qu'en fait dans les deux cas, il y a un personnage de fiction qui a précédé le vrai président. Là, c'est vraiment intéressant parce que il y a un côté, moi pour un Français, je fais attention, c'est la guerre en Ukraine, les Ukrainiens se battent, c'est compliqué. Il y a quelque chose mais je vous parle des sujets de littérature. Oui, mais parce propre d'un bouffon, d'être élu parce qu'on avait un personnage de fiction dans lequel on était président. Là, il y a une espèce de cas d'école, de la parodie. Franchement, c'est très compliqué. Et surtout quand on sait que cette personne-là se transforme en chef de guerre par la force des événements, il y a quelque chose d'un petit peu étrange. Mais dans les deux cas, en tout cas, j'ai l'impression... C'est pas j'ai pas l'impression que les deux soient assez intéressants comme pouvait être le général de Gaulle, qui était très complexe, qu'on peut pas croquer dans un personnage de fiction. Eux, ils sont pas assez forts en tant qu'individualité pour aller au-delà des personnages de fiction qui ont déjà été faits ou qu'ils ont déjà incarnés. Et je suis un peu gêné quand les écrivains, pour moi c'est une béquille d'ailleurs, mais vont chercher trop leur modèle. Donc je pense que finalement aujourd'hui, si on voulait faire de la littérature, il ne faut pas chercher chez Macron ou Zelensky, qui sont des gens trop exceptionnels au sens premier du terme.
Et il faudrait aller chercher plus profondément chez des gens dits normaux qui ont toujours été... Je peux vous donner un exemple. Poutine, qui était juste un mec, juste un rien. Un rien. Mais il est devenu président de la Russie et il l'est depuis 20 ans. Et qui est devenu, parce que finalement cette personne complètement insignifiante, c'était un directeur d'un club à RDA. Et après, il est parti du club de RDA, du club de culture de RDA, il est parti à Saint-Pétersbourg pour surveiller les cafeteurs de l'université de Leningrad. Hein. Enfin, c'est franchement la fin de carrière d'un KGBiste. Bah, c'est moins glorieux que De Gaulle. Voilà, et puis tout d'un coup, on prend cette espèce de mythe, mythe papillon sans couleur, pas le mythe. On prend et puis finalement il ouvre sa gueule, l'Occident ne réagit pas, il ouvre, après il rencontre Bush, après il achète le chancelier d'Allemagne, il voit que personne ne dit non, et donc cette personne insignifiante devient celui qui tient le monde entier par les couilles. Donc voilà le contre-exemple d'un rien, d'ailleurs le rêve des bolcheviks. Quand la cuisinière gère un État. Oui, je vois ce que vous voulez dire. La cuisinière gère l'État. Et hier, la femme de ménage est rentrée au Parlement. Et après, il y a deux sujets. Il y a le sujet politique, où effectivement, c'est toute l'ironie, où les personnages qui font l'histoire peuvent être à la fois totalement insignifiants ou purement héroïques ou mythiques dans leurs agissements. Et puis il y a le sujet de la littérature, où moi, pour y revenir, je pense que le problème de la littérature française aujourd'hui, parce qu'on parlait d'exemples, de thèmes, etc., c'est vraiment cette question des histoires. C'est les écrivains français... soit ils parlent que d'eux-mêmes de manière nombriliste, bon, c'est quand même pas très intéressant, ou alors en tout cas c'est pas du roman. Soit ils se prennent des béquilles, des biopics, des grands personnages, etc. Et je pense que c'est pas une bonne manière de faire. Ou alors ils veulent traiter des thèmes, mais ils veulent traiter les thèmes et pas écrire de la littérature ou raconter des histoires. Et du coup ça donne quelque chose de cérébral, d'intellectuel, de sec. Et on devrait beaucoup plus se mettre à re-raconter des histoires. Elle est bienveillante, c'est une histoire. Même Houellebecq, quoi qu'on en pense, moi j'en pense pas beaucoup de bien. Lui, il raconte des histoires, c'est aussi une grande partie de son succès. C'est que c'est pas une littérature intellectuelle, c'est pas une littérature de professeur, c'est pas une littérature d'essayiste. C'est quelqu'un qui raconte des histoires. Et même dans la nouvelle génération, alors je connais pas très bien parce que je lis pas beaucoup la nouvelle littérature, mais notamment chez certaines écrivains femmes comme Leila Slimani, je pense à d'autres oiseaux dont je n'ai plus les noms, mais elles racontent des histoires. Et je pense que c'est aussi une question de génération, et je pense que ça vient, en tout cas la bonne littérature pourra venir que de là. Est-ce qu'en France c'est possible qu'un jour un écrivain devienne le président de la République? Je pense pas. Pourquoi? Pourquoi en Tchécoslovaquie c'était possible? Oui, c'est le paradoxe. Havel en Tchécoslovaquie. Je pense pas parce que nous on n'a jamais eu d'écrivain président en France. On a beau dire que c'est une nation littéraire, on a eu des universitaires, on a eu des gens brillants comme Pompidou, des normaliens, Léon Blum aussi était normalien, mais c'était des universitaires parce que je pense qu'il y a un côté bienséance et compétence. On ne peut pas élire quelqu'un que les Français ne considèrent pas compétent et ne considèrent pas d'une certaine manière bienséant, et ça c'est vrai partout. Vargas Llosa qui s'est présenté au Pérou, qui est une très très grande figure, même pour les Péruviens eux-mêmes, il a perdu à cause de quelques extraits de ses œuvres qui choquaient. Donc vous voyez, il a perdu parce qu'il était écrivain. Il a construit sa notoriété dessus, il a été sûrement compétent, capable, mais il a perdu sur ces quelques extraits montés en épingle. Et donc justement, parce que ce qu'on n'a pas aimé, c'est la liberté de l'écrivain. Et je pense qu'en France, ça serait pareil, et on peut élire des gens qui sont issus de l'université, qui ont des cursus impressionnants, des normaliens, etc., mais pas des écrivains à proprement parler. D'ailleurs, souvent les écrivains, ils sont pas forcément normales, hein. Ce sont des personnalités un petit peu atypiques. On a Sartre qui sort de Normal, et justement, c'est pas le plus grand écrivain ou romancier. C'est un grand penseur, c'est un grand philosophe, il a écrit des bonnes œuvres de fiction, mais c'est pas le cas de beaucoup des écrivains qu'on lit aujourd'hui. Donc un écrivain à proprement parler, c'est-à-dire si on est d'accord sur le terme d'écrivain, pas quelqu'un qui écrit des livres, mais quelqu'un qui a une liberté de penser, qui a une vision du monde originale, qui est capable de la mettre en forme dans des œuvres, je pense que c'est pas possible. Et je vois pas ni qui, ni quand, ni comment
Même Zemmour, qui est avant tout un essayiste, mais qui est un journaliste politique. C'est drôle parce que... Et c'est le paradoxe, parce que dans d'autres pays, c'est possible, alors que ce n'est pas des pays dits Exactement. littéraires. À un moment donné, quelqu'un de ma famille m'a dit oh là 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 là, enfin, lui, il avait peur que Zemmour devienne président. J'ai dit non, parce que c'est quelqu'un qui écrit et en France, c'est pas possible. Pas pour d'autres raisons. Pour moi, c'était parce que c'est un homme de plume, donc jamais il ne pourra Mais en fait, avoir en France, un poste... on est une nation politico-littéraire. Donc en fait, on aime les gens littéraires, Tandis que les la gens Russie, cultivés. c'est logocentrique. Ouais, donc en Russie, c'est tout à fait possible. Ouais. C'est bizarre. Et sûrement dans d'autres pays, comme la République tchèque. Après, il y a plein de dynamiques. Je pense qu'en République tchèque, je connais un petit peu via Kundera, parce que il avait quand même écrit des choses assez intéressantes. Je pense que c'est possible parce que c'est un tout petit pays et que les la France figures n'est pas très grande, exceptionnelles, il y a 70 millions d'habitants, en République tchèque, Tchécoslovaquie, il devait y en avoir 10. Et surtout, comme le dit Kundera, il y a des pays qui existent grâce à l'histoire, c'est la France, c'est l'État-nation. C'est la politique et l'histoire qui ont créé ce pays et cette nation, et beaucoup de petits pays qui vivent malgré l'histoire. C'est le cas de la République tchèque, qui a subi des jougs, des empires qui sont venus les envahir les uns après les autres. Comme il le rappelle, l'hymne de la Pologne commence par « La Pologne n'a pas encore péri ». C'est inimaginable pour un hymne français, c'est pas du tout... Et je pense que dans ces pays-là, ce qui compte, c'est aussi d'avoir des figures exceptionnelles, quand il y en a moins. Havel, il avait une stature internationale, il sortait du communisme, donc je pense qu'il y avait ça. Et encore, Havel et Kundera, il y a eu des grands sujets, voire des grandes controverses entre eux et leurs différents supporters. En fait, globalement, j'étais derrière Havel, parce qu'on reprochait à Kundera de ne pas être un dissident. Alors qu'il l'était de fait, mais Havel, lui, avait la figure plus consensuelle, de l'universitaire, il avait la morale derrière lui. Donc encore une fois, moi je connais pas les œuvres d'Havel, mais est-ce que c'est un si grand écrivain que ça? Je sais pas. Peut-être que dans le futur, on va sûrement s'en souvenir comme un homme d'État. Alors qu'un vrai écrivain, un vrai artiste comme Kundera aurait jamais pu accéder même en Tchécoslovaquie à la présidence. Y a-t-il des livres nuisibles? Dans quel sens? Oui, moi, des mauvais livres. Nuisibles, Oui. non, il y a des mauvais. Par exemple, je pense que les livres de Dostoïevski sont mauvais, mal écrits, mais géniaux. Je pense que les livres de Céline sont nuisibles, parce que son détestation de l'être humain est tellement forte que finalement ça donne ça nuit davantage que ça n'instruit une personne. Alors je pense que Céline, c'est vraiment un cas sur lequel on pourrait... Alors moi je ne suis pas un grand connaisseur de Céline, j'ai énormément apprécié le voyage au bout mais du est-ce que, par exemple, je ne sais pas si vous avez des enfants, est-ce que dans votre fort intérieur, il y a des livres ou des auteurs dont vous voudriez préserver votre enfant? Mon enfant, oui, mais un adulte, non. Je pense que c'est quand même très très différent. Un enfant, oui, parce que moi, par exemple, j'ai beau me dire classique, j'ai pas lu. D'ailleurs, ça me fait toujours un peu bizarre, voire rigoler, les gens qui disent à 8 ans j'ai dévoré Proust. Je comprends pas parce que c'est pas une lecture pour un enfant de 8 ans. Moi, à 16 ou 17 ans, je viens pas d'une famille très intellectuelle, mais j'avais Stendhal, Le Rouge et le Noir, j'étais incapable de le lire. Je vais essayer de m'expliquer. Par exemple, il y a des philosophes comme Losif, comme Rozanov, qui sont des très très grands philosophes russes. Je connais que de mais nom. je pense qu'ils sont plus destructeurs. C'est comme, il y a des très très bons propagandistes, tellement bons qu'il suffit je vois ce que, en fait, faut commencer de les lire que tu commences à y croire. Il faut qu'on distingue roman de littérature au sens global. Parce que... Écoutez, moi je pense que Céline c'est un écrivain, mais au fond c'est un mec qui déteste. Oui, j'ai compris. Mais moi, je ne mettrais pas le critère là. Moi, je ne mettrais pas le critère là. Je pense que, pour moi, le critère est plutôt au-delà de la réussite formelle, artistique, esthétique, qui est indéniable chez Céline. Pour moi, je place plutôt le curseur au niveau de la vérité. Et j'avais parlé de René Girard, mais moi, j'aime énormément René Girard et ses thèses sur la littérature. Alors je ne sais pas comment le résumer rapidement, mais en gros il a une théorie anthropologique qui est que l'homme
désire des choses qui l'imitent. Il y a le concept de désir triangulaire où en fait on a envie d'imiter quelqu'un ou quelque chose. Dans le cas de Don Quichotte, c'est Amadis qui est un personnage fictionnel. Dans le cas de Dostoïevski, ça peut être des personnages qu'on admire, qui sont très proches. Et que ce qu'on désire comme objet, c'est en réalité des choses que nous poussent à aimer ces médiateurs. Et selon lui, la grande littérature, il propose des critères pour distinguer la bonne littérature, la vérité romanesque du mensonge romantique. C'est toujours, que ce soit chez Shakespeare, Stendhal, Dostoïevski, Flaubert, Proust, etc., c'est toujours les auteurs qui montrent la réalité de ce désir, la réalité du désir triangulaire. Du fait qu'en fait, on n'aime jamais un objet par lui-même et que tout ce qu'on aime nous provient toujours d'une manière ou d'une autre, d'une imitation, consciente ou inconsciente, qu'on fait de personnes, de personnalités, de figures romanesques, etc. Et moi, sans cela, je suis assez d'accord. Et pour moi, le curseur, c'est celui de la vérité. C'est plus est-ce que une œuvre littéraire montre la réalité de la condition humaine. Ma question, c'était plutôt, regardez, par exemple, le meilleur livre du monde, je pense que c'est les évangiles. Vous avez beau aller lire, ça n'a pas créé des bonnes personnes, ça n'a pas évité des guerres, ça n'a rien fait. Je serais plus nuancé, moi. Bah non, ça existe depuis 2000 ans et oui, mais il y a le visible et l'invisible. Mais ça n'a rien créé de bien, au fond. En revanche, il y a des livres qui sont... vous les lisez et vous y passez dans le négatif. Et par exemple, dans ce sens-là. Et Losif ou Rozanov, c'est des... Mais Rozanov, c'est pas du roman. Oui, non, mais c'est la philosophie. Et c'est pour ça que moi, je fais vraiment la distinction. Pour moi, un roman, même s'il y a des auteurs qui peuvent être nihilistes, Céline l'est. Et qui peuvent... mais il y a aussi de la tendresse chez Céline. Parce que moi, j'ai aucune appétence particulière pour le nihilisme. D'ailleurs, je n'aime pas Houellebecq pour ces raisons-là aussi. Mais contrairement à Céline, Houellebecq, il ne montre pas la vérité de nos désirs, de la condition humaine, etc. Et ça, c'est indéniable. Mais c'est du roman. Et je pense que le plus important je pense pas qu'on puisse dire qu'un roman est nuisible. Parce qu'à partir du moment où c'est un bon roman, où il montre la vérité de certaines choses, la vérité peut être difficile, oui, peut-être etc. que je parle de... Par contre, dans la littérature non romanesque, alors là, c'est évident. Il n'y a même pas besoin de... je sais pas, Mein Kampf est l'exemple qui va c'est drôle parce qu'en vous écoutant, je voulais vous donner un exemple. Par exemple, un Mein Kampf, je ne comprends pas pourquoi on l'interdit. Parce qu'à mon avis, ça ne va pas créer des monstres. Non, aujourd'hui... En revanche, un bon livre, un vraiment bon livre philosophique peut créer des monstres. Oui, et c'est tout le problème de la séduction. Va pas sauver le monde. Va pas sauver le monde. Pour moi, c'est un autre sujet encore, les évangiles, parce que je pense qu'il y a une très grande différence entre le visible et l'invisible, entre la partie immergée et émergée de l'iceberg, et que vous avez sûrement vu le beau film de Terrence Malick, Une vie cachée, et qui le montre précisément. C'est qu'en fait, le monde, il est maintenu, il pourrait être largement pire, et il est maintenu en état par des gens dont on ne connaîtra jamais l'existence. Parce que silencieusement, dans leur vie quotidienne, personnelle et à leur petite échelle, ils font leur part. Et voilà. Et je pense que dans ce sens-là, les évangiles ont fait beaucoup. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais après, des livres peuvent être nuisibles, et je pense qu'ils peuvent être d'autant plus nuisibles qu'ils sont séduisants et complexes. Parce que si vous lisez Mein Kampf aujourd'hui, effectivement, à part si vous êtes un peu attardé ou complètement radical ou sociopathe, je ne vois pas comment ça peut recréer des monstres. C'est tellement un danger. Voilà, c'est tellement plat, c'est tellement évident. Par contre, des livres, c'est toute la séduction chez Dostoïevski, des personnages comme Stavrogin, etc., qui sont à la fois purement l'incarnation du mal, etc., mais justement parce qu'ils sont séduisants. C'est ça que met en avant Dostoïevski et qui fait la richesse de ses personnages ou même des idées. C'est la même chose au niveau des idées. Raskolnikov, elle est séduisante, son idée. La question qui se pose de savoir si, pour le bien de l'humanité, on peut tuer des êtres abjects. Si c'était pour le bien de l'humanité... vous voyez, il y a quelque chose de séduisant dans cette question. Parce qu'il y a aussi la carotte, le bien et le mal sont mêlés, et à quel endroit on met le curseur. Moi, je pense que Dostoïevski est nuisible pour un lecteur, parce que Dostoïevski systématiquement excuse un crime. Et d'ailleurs, les victimes des crimes sont toujours des gens très moches. Regardez la vieille que Raskolnikov tue à coups de hache, elle est moche. Tout ce qu'elle représente, c'est moche. Et finalement, à la fin, Raskolnikov est pardonné. Et au fait, il pardonne le crime.
Moi, je sais tous pas. les héros de Dostoïevski, c'est des criminels. Les frères Karamazov, pareil. Oui, mais c'est Alyosha qui gagne, c'est l'homme pur. Oh, pas sûr que ça soit si pur que ça, à la réflexion. Moi, je suis plus nuancé parce que je pense que déjà, il y a entre ce que l'écrivain pense et ce que dit un roman, ça peut être très différent. Moi, j'ai pas aucun scrupule à différencier la personne et les œuvres. Je pense même que c'est la base de l'art et de la littérature. Ça, c'est intéressant. Et c'était un pervers, assassin, voilà. Chez Dostoïevski, je sais pas, j'ai pas lu les choses comme ça, mais je trouve justement ce qui rend scandaleux, c'est la séduction, parce que c'est impossible de définir clairement entre le bien et le mal. C'est pareil pour les bienveillantes. Il a fait scandale, mais parce que ce qui est génial dans ce livre, c'est de montrer à quel point un officier nazi peut être humain et faire des choses inhumaines. Parce que si c'était un monstre pervers qui faisait des choses inhumaines, c'est plus la littérature, vous voyez. Et ça, c'est le malentendu qui existera toujours autour de la bonne littérature, parce qu'elle montre avec ambiguïté, de manière parfois ambiguë, c'est pas toujours le cas, mais de manière parfois ambiguë, ce qu'on n'a pas envie de voir. Et c'est en ça qu'elle est intéressante, qu'elle est grande, et qu'elle demande beaucoup de talent et de courage pour être écrite. Parce que c'est difficile d'aller aussi contre soi-même, contre ses préjugés, contre les préjugés de son époque, même à son corps défendant. Et là, c'est René Girard, mais parce qu'en fait, beaucoup de rebelles autoproclamés cherchent la reconnaissance. Et seul quelqu'un qui a une recherche, en tout cas au moment où il écrit, ou au moment où il détermine, il fiche son texte, qui ne recherche pas la reconnaissance, peut écrire de bonnes choses. Et c'est difficile parce qu'en tant qu'être humain, on recherche tous la reconnaissance. Quel est le livre qui vous aide à vivre? Bah, j'ai beaucoup parlé de Kundera, mais moi j'ai la Pléiade. C'est vraiment quand j'ai besoin de me ressourcer, de me retrouver un peu chez moi. C'est un peu comme si je retourne dans la maison de mes parents où j'ai grandi, ça me fait un peu le même effet. Voilà, je prends, j'ouvre, je me sens chez moi, un peu libéré du temps. Donc cette Pléiade m'aime beaucoup. Et pas mal de poésie aussi. On n'est pas toujours, ça demande une disponibilité d'esprit, donc c'est pas la peine, si on n'a pas envie, il ne faut pas se forcer. Mais parfois il y a des moments où voilà, je sens que là j'ai l'esprit disponible et relire même des vieux poèmes d'Apollinaire, qui est de ma culture scolaire, la seule chose que j'ai un peu gardée avec passion, mais j'aime beaucoup. Ou les premiers poèmes de Pasolini, ce genre de choses, ça m'abstrait toujours un petit peu du temps, du quotidien. Et en ce sens-là, ça m'aide vraiment à vivre. En tout cas, j'aurais beaucoup de mal à vivre sans les livres. C'est aussi trop mieux pour un éditeur, mais c'est assez vrai. On vit dans une époque de stand-up ou de meeting? C'est une question. Stand-up genre comique, vous voulez dire? Je ne sais pas ce que c'est le stand-up. C'est les humoristes qui... parce que quelque part, c'est une expression critique. Peut-être parce que... dans ce sens-là, parce que plutôt Black Lives Matter dans le sens soulèvement. C'est devenu de plus en plus engagé, les stand-up. Il y a bien sûr des imbéciles heureux qui font de l'humour à deux balles, mais de plus en plus... Et alors du coup, à votre avis, on vit dans une époque de stand-up ou de meeting collectif? Les deux. Mais moi, je pense que c'est la nature humaine, en fait. Je pense que l'homme j'espère ne pas être trop pédant, mais je reviens à René Girard, mais en fait, on a besoin de se fondre dans un collectif, notre communauté, notre groupe national. Et pour se fondre, il n'y a rien de mieux que le conformisme. Et pour être conformiste, on se conforme aux idées qui sont dominantes de l'époque. Ces idées, c'est pas toujours les mêmes, mais le mécanisme qui nous fait y adhérer est le même. Il y a 150 ans, les idées dominantes, c'était d'être bigot de l'église, d'être puritain en matière sexuelle, etc. Et pour se conformer à son époque et se sentir bien dedans, comme c'était bien vu de ne pas faire de vagues et de se conformer à ces idées-là, et quelqu'un qui avait envie de s'intégrer harmonieusement et de renvoyer à lui-même et au monde une bonne image, il se conformait à ces idées-là. Aujourd'hui, ce qui fait qu'on a l'impression d'être une bonne personne bien intégrée, c'est d'être unique,
différents, d'être sensible à toutes les injustices et de faire entendre sa voix. Et comme c'est ça qui permet de nous intégrer le plus socialement, professionnellement, etc., bah, ces gens-là se montrent de cette manière-là. Mais en fait, ce que je trouve assez fascinant, et ça c'est le roman qui le montre, c'est le roman, il montre l'invariabilité des comportements humains, c'est qu'en fait, et ces gens-là ne seraient pas d'accord, mais ce sont les mêmes à 150 ans d'écart entre le bigot catholique sous la monarchie de Juillet, qui, pour renvoyer une bonne image à la société à lui-même, est bigot, puritain, etc. Et les gens qui, aujourd'hui, dans un monde néolibéral, wokiste, où pour se faire bien voir de ses amis, de la société, professionnellement, on a besoin de nier, de dénoncer les injustices, etc. En fait, c'est les mêmes. Juste que, tout simplement, ils ont pas vécu, ils n'ont pas grandi dans le même monde, mais je pense qu'au niveau du comportement, ce sont les mêmes. Et c'est ça que le roman et la littérature montrent, en fait, en mettant l'hypocrisie de quel camp qu'on parle. C'est pas une question de droite, de gauche, c'est pas une question de... Mais la littérature montre ça, montre que derrière tous les actes humains qui se veulent généraux, beaux, désintéressés, il y a toujours l'amour-propre et le besoin de reconnaissance. En Ukraine, aujourd'hui, on interdit les auteurs russes dans des écoles, on les enlève du programme, comme Tolstoï, comme Dostoïevski. Je pense que c'est pas grave. Qu'en pensez-vous du fait que il y a des pays qui disparaissent, comme par exemple la poésie perse? Il n'y a plus de perse, mais la poésie existe. Pensez-vous que l'appartenance nationale change quelque chose, hein, ou l'existence d'un État ou du pays dans le cas de la Perse, des frontières, ça joue encore un rôle? Oui, c'est évident. Et d'ailleurs, je pense que il y a un, je ne sais pas si je parle sous une autorité, je ne suis pas un espèce de la Perse, mais je sais que le zoroastrisme, il y a des espèces de survivance et de rejaillissement du zoroastrisme. Je pense que là, c'est des cas particuliers parce que l'islam a vraiment mis sous le boisseau des grandes cultures qui étaient la culture égyptienne, la culture irakienne, la culture perse, des cultures multimillénaires qui sont vraiment au berceau de toute culture humaine. L'islam est arrivé à vraiment mis une espèce de chape de plomb culturel et scientifique sur ces aires civilisationnelles. Donc il y a une survivance uniquement dans les anciens textes, et c'est ça qu'on lit aujourd'hui. Kundera lui-même se plaignait qu'on classait les auteurs par aire géographique ou par langue, mais en même temps, comment vous voulez faire autrement dans une librairie? Vous êtes en partie libraire, c'est difficile. Moi, je pense que c'est pas difficile du tout. D'ailleurs, chez nous, comme on est la librairie russe, mais il n'y a pas que les auteurs russes, les gens écrivent sur la Russie, mais qu'est-ce que la Russie finalement? Qu'est-ce que la Russie? L'anarchisme, donc c'est un peu... est-ce que c'est l'orthodoxie? Qu'est-ce que l'orthodoxie? Est-ce que l'orthodoxie est chrétienne? Moi, je pense que ça n'a plus rien à voir avec Christ, parce que les orthodoxes d'aujourd'hui disent qu'ils n'ont plus besoin de Christ. Quel côté grand inquisiteur? Oui, exactement. Pleinement le grand inquisiteur. Alors, l'Église aujourd'hui, c'est l'État. Et du coup, j'ai aucune envie de faire la distinction géographique des auteurs qui écrivent sur ce problème-là. Est-ce que Hobbes, comment vous dites, Hobbes. Vous dites mieux. Oui. Est-ce que lui, pour moi, c'est quelqu'un qui, je le lis en tant que Russe, qui s'intéresse aux problématiques de l'État. Lui, il arrive dans une période troublée avec les guerres de religion, et le but, c'est aussi essayer alors pour de moi, c'est un mettre un peu auteur d'ordre. qui doit être dans cette librairie, parce qu'il en explique beaucoup plus que certains écrivains russophones. Et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi les Russes ont tendance tout à fait mégalomane de dire qu'il y a la littérature et la littérature russe qui est à part, comme leur orthodoxie, enfin, qu'est-ce qui est à part? Ce dont on parlait, la paranoïa un petit peu de l'âme russe, la volonté d'être différent, mais de se plaindre de pas être accepté. De ne pas être accepté, voilà. Et je le répète. Mais c'est déjà très présent chez Dostoïevski, cette espèce de volonté de montrer au monde qu'on se suffit à soi-même, et en même temps d'être en permanence préoccupé par ce que l'étranger pense de nous.
Parce qu'il y a beaucoup de thèmes comme ça, je crois, dans les carnets du sous-sol de Dostoïevski, c'est un petit peu l'idée. Avec le personnage qui se considère insignifiant et qui a envie de montrer au monde qu'il s'en sort bien tout seul et qui en même temps a besoin du regard des autres pour exister. Et je pense que ça décrit un peu quelque chose. Exactement. Et donc je pense que le classement à la FNAC, la littérature allemande, française ou anglaise, ça n'a plus aucun sens. Après, pour entrer dans une librairie, on a fait ça à un moment et je vois que les gens sont un peu perdus. Après, à moins qu'ils sachent exactement ce qu'ils cherchent, bon, quand ils se retrouvent face au mur où il y a vraiment par ordre alphabétique tout mélangé, c'est aussi un petit peu perdu. Donc il y a peut-être aussi un tout petit peu de pragmatisme sur... oui, mais parfois quand je cherche un écrivain, j'oublie à quelle nation je connais son nom, mais j'oublie à quel pays il appartient. Et parfois pour moi c'est une surprise de découvrir que c'est un Allemand ou un... Mais par langue quand même, ou irlandais. Non, mais par définition, je suis en France, donc je lis en français. Et je cherche le nom d'un écrivain, d'autant plus que certains ont créé dans des pays qui n'existent plus. Ça va vite, hein. Bientôt la Russie n'existera plus. La Galicie, justement, qui est en ce moment... oui, exactement. Les écrivains autrichiens de Galicie. Oui, exactement. Ou alors les Grecs. Est-ce que c'est de la littérature grecque? De la partie turque aujourd'hui. Je sais pas. Hein. D'ailleurs, comment vous classez les Grecs? On les met où? Dans quel rayon? Ils ont un petit rayon à part, mais bon, après, on regroupe un peu les Balkans, on fait des sous-groupes. Et Kundera, vous le mettez où? Alors, c'est la grande question, parce que lui, il s'est plaint toute sa vie de ne pas être reconnu comme écrivain français. Et je crois quand même que toutes il est les toujours pas librairies reconnu de France, comme français? Il a écrit en français les derniers livres, etc. Mais ses grands livres se passent quand même surtout à Prague ou en République tchèque. Et je crois qu'il est unanimement classé en République tchèque et je ne suis pas certain que ça... Mais dans les rayons, dans les librairies, il est un libraire français, il est souvent en tchèque. En tchèque? Mais ça a du sens. Hein. Ou alors, il faudrait mettre les livres écrits en tchèque avec les tchèques, les livres écrits en français avec les français. Je ne sais pas la solution. Bon, il est grand temps de mettre un grand balai à tout ça.